donc pas Kabia. Kabia, voilà, c'est notre asso qui vous accueille ce soir. C'est donc, je disais, pour nous, une association qui a vocation à promouvoir l'économie sociale et solidaire et à faire le recueil de ce que ça représente sur le territoire. Donc, si vous voulez en savoir plus, kabia-ess.org, vous avez à la fois toutes les conférences qui ont été données depuis 2 ans sur une plateforme YouTube. Il y a vraiment des très très beaux projets qui ont été présentés. Et voilà. Et ce soir, donc, je disais, on a la chance d'avoir des superbes initiatives et surtout des très beaux porteurs de projets. Je vais d'abord les présenter un peu rapidement pour qu'ils puissent ensuite prendre la parole et avoir un peu de temps. On va aller dans le sens Louise, qui va nous présenter, qui est donc vidéaste, on va dire, qui est vidéaste de formation et qui va nous raconter plutôt la partie locale dans un premier temps. Une fois que notre plastique il a quitté le local pour arriver sur l'océan, nous allons passer la parole à Émeric Jouron, qui est le fondateur de iCleanMySea et qui va nous expliquer à la fois son projet et à la fois la traque du plastique dans l'océan. Là où on en est, ouais. Et là où vous en êtes. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ce plastique lorsqu'il arrive, lorsqu'il est récolté, qu'est-ce qu'on en fait? Et là, c'est Lisa qui viendra avec Ressac nous expliquer tout ça. Et ensuite, on partira dans le monde, on reviendra sur Louise et on discutera un petit peu l'océanographie et l'océanographe que tu es pourront nous expliquer un certain nombre de choses. Si ça vous convient, on démarre avec Louise. Merci. Donc moi, c'est Louise. J'ai créé une agence de production audiovisuelle qui s'appelle Humber Studio, qui a pour objet en fait de mettre en visibilité des projets à impact qui sont engagés au niveau du son. Est-ce que vous entendez bien? Faudrait peut-être hausser le ton un peu. Est-ce que tu peux non, c'est la peine, pardon. Pour moi, c'est OK. J'ai parlé un peu plus fort, ouais, peut-être. Parle plus fort, ouais. Donc, je disais, j'ai créé une agence de production audiovisuelle qui a pour objet de mettre en visibilité des porteurs de projets et des projets à impact. Donc, on crée du contenu vidéo, photo. Ça peut être de tout type de projets, mais qui sont toujours liés à l'humain, l'environnement ou l'innovation, que ce soit des sujets utiles. En fait, on sait que le média, c'est un pouvoir d'influence énorme. Nous, à notre niveau, on veut contribuer et donner du sens à ce que l'on fait. Donc, on s'est dit, nos compétences, nous, on sait filmer. Donc, pourquoi pas filmer des sujets qui sont utiles pour la société ou pour l'environnement, etc. Et vraiment mettre nos compétences au service du bon sens, en gros. Et donc, on s'est engagé à ne faire que des sujets engagés. Et dans l'environnement, on a un sujet en particulier sur lequel on est vraiment attaché, c'est la pollution plastique. Donc, on a traité de plusieurs sujets de pollution plastique. Et comme on aime aussi beaucoup l'aventure, l'expédition, le sport, tout ça, on a créé une expédition au niveau local ici qui s'appelle Plasticadour. Plasticadour, c'est en gros, c'est parti de construire un bateau à base de bouteilles plastiques. Donc c'est plutôt un radeau composé de 600 bouteilles plastiques Coca qu'on a récupérées dans les poubelles de Bayonne. Pendant la fête du jambon. Ça a du bon le jambon, mais pour la planète pas trop. On a construit ce radeau et l'idée en fait c'était de tracter à vélo d'Anglette jusqu'au pic du Midi et en fait le début de la source de la Dour. Une fois qu'on est arrivé au pic du Midi, de longer la Dour jusqu'à Bayonne à bord de ce bateau. Et l'idée vraiment c'était de retracer le cycle du déchet de la Terre jusqu'à nos océans en utilisant vraiment ce bateau juste comme symbole de re-questionner nos pratiques vis-à-vis du plastique, l'usage unique du plastique, mettre en lumière aussi le fait que dans la Dour il y a du plastique. Il y en a beaucoup, on ne voit pas forcément parce que il coule, parce que plein de choses, mais voilà, l'idée, comme nous en fait on a cette compétence, un peu ce pouvoir audiovisuel de le montrer. Sur ce radeau on était 3, mais en fait on peut grâce à l'audiovisuel le diffuser largement. Donc on a fait un documentaire de cette expédition qu'on a mis accessible pour tous sur YouTube. L'idée c'est vraiment juste de donner accès à tout ça, quoi.
Et donc, on en a fait un documentaire de 25 minutes qui retrace l'aventure. Et voilà, l'idée, c'est de faire un petit documentaire d'aventure qui soit pas prise de tête, mais juste qui re-questionne nos pratiques, qui sensibilise à la pollution plastique. Et donc, le documentaire fait 24 minutes, donc on va pas le voir maintenant. Mais je vous invite à aller le voir plus tard, si vous voulez. Là, c'est juste les 2 dernières minutes de fin qui, en fait, expliquent le pourquoi est-ce qu'on a fait cette expédition. Si on a fait cette aventure, c'est avant tout pour s'amuser et croire en nous-mêmes. Il est difficile de le faire avec bonne conscience dans cette réalité. Prendre ce qu'elle a à nous offrir sans lui rendre pareil. C'est vrai que l'aventure a le pouvoir de faire rêver. Le rêve de s'en décider et le média de l'influencer. Nous avons donc décidé de vivre le rêve et d'offrir de la visibilité à notre planète pour mettre en lumière la problématique liée aux pratiques de nos terres et des fameux océans. Une vraie catastrophe écologique et des solutions existent. Nous avons fait ce documentaire pour montrer que tout le monde peut agir. Car en réalité, nous n'avons pas fait grand-chose. Nous avons seulement fait ce que nous aimons faire et fait ce que nous savons faire. Nous l'avons fait pour nous et en pensant à elle. Marcillon par là. Hein. Ça, c'est là. C'est trop bien. Les galeries. C'est un bateau pas cher, puisque c'est simplement une structure en bambou, assez simple qu'on a assemblé. Et après, on a assemblé des bouteilles plastiques sur les bambous. Et ça flotte. Donc voilà. Quand ton moral est bas, quand le jour te paraît sombre, quand le travail devient monotone. Excusez-moi. Voilà, pardon. Et un point important, il y avait, Loïc, sur ce bateau, des vélos. Oui. Juste pour expliquer que vous êtes parti d'abord en vélo, en tractant le bateau jusqu'à Tarbes. Ouais, en gros en montagne et ensuite vous êtes parti en laissant les vélos sur le bateau. Donc le bateau flottait quand même vraiment bien pour 600 bouteilles plastiques qui avaient été usagées. Alors qu'il y avait 2 à 3 personnes dessus, tout notre matos, les vélos. Donc c'était vraiment très lourd. Et le bateau en lui-même était très lourd en fait. Il faisait déjà 80 kilos, donc c'était difficile à travailler. Quand vous regarderez le film au départ, on sent que les garçons qui tractent en vélo souffrent énormément et ont prévu de faire je ne sais combien de kilomètres en une demi-heure. Ils les font pas. J'ai vu les ambitions et les objectifs étaient mal définis. Ouais. Et donc ton plastique que tu n'as pas pu récupérer arrive à l'embouchure de la Dour. Voilà. Et Émeric, qu'en fais-tu? Alors, ce qu'on en fait avec Ilmaïsi, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, on va le collecter. Et alors, pourquoi le choix d'une entreprise? Pourquoi on collecte de la manière dont j'ai décidé qu'on allait se lancer à faire cette opération? C'est d'abord parce que il existe un marché de collecte des déchets flottants en mer. Il faut savoir qu'au Pays Basque, notamment, il y a pas loin de 6 bateaux qui collectent les déchets flottants.
j'ai été responsable d'un de ces bateaux pendant quelques années. Et moi, j'ai voulu rebattre les cartes pour plus d'efficacité. C'est vraiment mon leitmotiv, c'est d'être utile et efficace dans l'opération. Hein, je pense que en l'occurrence, vous allez voir le business model d'Akin Macy, puisque c'est une entreprise, hein, on parle d'argent et c'est pas un gros mot. Il faut de l'argent, il faut des moyens pour travailler, pour créer des emplois, pour acheter des bateaux, qui malheureusement sont pas aussi peu chers que les tiens. Malheureusement, je pense que si je proposais aux affaires maritimes de mettre des marins professionnels à bord de tes navires, ça pourrait poser un problème. Mais les gens se demandent comment ils ont passé le pont Saint-Esprit avec leur bateau. Ils sont passés sous le pont Saint-Esprit. Mais il y a d'autres endroits qui doivent être aussi plus périlleux encore que. Ouais, il y a des endroits. Avec des rapides. Ce sont vraiment des aventures. Vas-y, pardon. Et donc voilà, l'idée c'était que on a d'un côté des usagers de la mer qui se soucient de la pollution plastique et qui la voient, les surfeurs, les voileux, les plaisanciers, et en fait tout le monde ne peut que constater. Et donc mon objectif avec Akin Macy, c'était de faire en sorte que tout le monde puisse mettre un peu sa pierre à l'édifice avec la création d'une application mobile. Alors, une application mobile, pourquoi ? Parce que déjà, on a tous sur nous un téléphone portable. Donc, si on s'appuie sur cette ressource-là déjà existante, on est dans la logique du reuse, cher à la préservation de l'environnement et au développement durable. C'est-à-dire qu'on ne va pas créer de nouveaux outils pour aller détecter, mais simplement mobiliser les acteurs qui sont sur la mer, les professionnels, les plaisanciers, voilà, comme on disait, pour prendre simplement des photos des déchets flottants. Et alors, grâce à ce fameux smartphone qui a une capacité de création de data assez bluffante, qui est connecté au satellite, hein. On a eu le soutien de l'Agence spatiale européenne pour développer cette application parce qu'on se sert de données spatiales. Et ben cette photo, elle est directement géolocalisée. Elle est géolocalisée, ce qui permet en direct de transmettre l'information aux marins qui sont à bord des bateaux, pour faire en sorte que, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire je mets un bateau à l'eau, le marin cherche les déchets, peut-être il en trouve et les collecte. Là, l'idée, c'est que le bateau est guidé directement par les usagers de la mer qui ont pris des photos et donc on ne cherche pas les déchets, on va les chercher. Voilà, c'est un peu la logique. Alors, je vous passe les détails. On a aussi une prévision de trajectoire qui est intégrée dans l'application, parce que si on détecte un déchet flottant à un endroit donné, il est quasi certain que une demi-heure après, il n'y sera plus. En l'occurrence, je suis océanographe de formation. Ma spécialité, c'est le calcul de trajectoire et des courants marins. Et donc, j'ai mis à profit cette compétence-là pour faire en sorte que, encore une fois, la collecte soit la plus efficace possible. Et les marins à bord du bateau ont une photo pour se dire, est-ce que la détection que j'ai à disposition, est-ce qu'elle m'intéresse? Est-ce qu'il y a suffisamment de plastique? La deuxième, c'est sa position. Est-ce qu'elle est très très loin? Et la troisième, c'est est-ce qu'elle vient vers moi ou est-ce qu'elle s'éloigne? Ou comment est-ce que je peux optimiser la trajectoire de mon bateau pour aller collecter ces déchets flottants? Alors, on a avec Akin Macy aussi toute une communauté, une communication active. Et en fait, ce qu'on propose aux élus du littoral, puisque c'est vraiment notre business model, c'est vendre cette prestation aux collectivités littorales, c'est déjà d'optimiser les dispositifs qu'ils ont déjà mis en place. J'avais dit, les bateaux existent déjà. Enfin, il y a déjà des bateaux qui collectent, on va dire. Et l'idée, c'est de collecter plus, et puis aussi de faire en sorte que les élus puissent se mettre à la manœuvre, en avant, et puissent être montrés comme les faiseurs. C'est-à-dire qu'en face de la mobilisation citoyenne, les élus du littoral mettent les moyens et mettent en place un plan d'action qui est efficace. Et donc, je pense que là aussi, une des vertus d'Akin Macy, c'est de créer ou d'entretenir le lien qui existe entre les administrés et les élus. Voilà. Donc, on a un mix vertueux où tout le monde participe, on emploie un minimum de ressources pour un maximum d'efficacité dans la collecte. Et après cette collecte, bien évidemment, dans l'objectif à long terme d'Akin Macy,
ça sera de faire quelque chose de ces plastiques qu'on collecte pour faire une nouvelle ressource financière pour soutenir l'effort de collecte encore plus loin. Et là, je vais du coup passer la main à Lisa, avec qui on commence à entrevoir des modes de travail conjoints avec nous du plastique et eux un savoir-faire. Voilà. Super, merci pour la transition, Aymeric. Alors pour ceux qui connaissent pas Resac, je vais en parler un petit peu brièvement. Donc moi je m'appelle Lisa, je suis cofondatrice de l'association Resac qui agit localement donc au Pays Basque et dans le sud des Landes contre l'invasion des déchets plastiques. Alors de quelle manière on agit contre cette invasion des déchets plastiques? Alors on est mis sur la construction de bateaux ni sur la récupération des déchets marins, on est sur l'après. Donc en fait, nous, on est sur la transformation de ces déchets plastiques qui aujourd'hui n'ont pas de filière de recyclage. Donc sans aller dans les détails, encore une fois, aujourd'hui, il existe un système de collecte de déchets plastiques, il existe un système de tri, il existe certaines filières de recyclage pour certains types de plastiques. Néanmoins, il y a un gros gap, je dirais, sur aujourd'hui ce qu'on est capable de recycler à l'échelle de la France et les tonnes et les millions de tonnes même de déchets plastiques qu'on produit chaque jour. Donc en fait, nous, chez Resac, on est parti du constat qu'il y avait énormément de déchets plastiques dans les océans, dans les rivières, dans les montagnes, en ville, et que bien sûr la majeure partie atterrit dans l'océan à un moment donné. Et que ces déchets-là, donc certains sont collectés, certains atterrissent dans les centres de tri, par exemple, et les 3 exutoires, on va dire aujourd'hui, de ces déchets plastiques-là, ça va être l'incinération, l'enfouissement ou l'envoi à l'étranger. Et ensuite, on perd un petit peu le fil. Donc, en partant de ces constats-là, nous, chez Resac, on s'est dit que c'était vraiment dommage que ces déchets-là aillent polluer ailleurs, ou aillent polluer l'air, aillent polluer le sol, puisqu'on est toujours sur une matière qui ne disparaît jamais, en fait. Voilà, on a tendance à se dire, oui, ça se dégrade, etc. Alors, ça se dégrade jusqu'à ce que ça ne soit plus visible à l'œil nu. Néanmoins, le plastique ne disparaît pas, en fait. Voilà. C'est aussi des choses qu'on entend beaucoup dans les médias, etc. Le plastique ne disparaît jamais. Donc, tout le plastique qui est aujourd'hui produit reste sur Terre, dans l'air, dans le sol, de quelque manière que ce soit. Et plus il est fragmenté, plus il devient dangereux. C'est ça. Voilà. Donc en fait, voilà, c'est un petit peu le topo pas très réjouissant, on va dire. On peut en faire quelque chose de ces déchets plastiques-là. Donc ça, c'est un petit peu le message que nous, on a envie de transmettre. Donc en fait, Resac, donc c'est une association. Nous, on s'est créé il y a bientôt 3 ans. En partant d'un mouvement qui est international et qui s'appelle Precious Plastic, qui est un mouvement créé par un designer néerlandais aux Pays-Bas en 2013. Et en fait, ce gars-là, il s'est dit tout simplement, il a partagé le même constat que nous, et il s'est dit, moi, je suis en capacité de créer des machines à l'échelle locale pour pouvoir recycler les plastiques. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a laissé ouvert son micro. Je crois que c'est Lars qui a laissé. Désolée, on va vous couper le micro. On fera des échanges après tout ça. N'hésitez pas à noter vos questions d'ailleurs. Donc nous, voilà, on a découvert Precious Plastic. On a fait ce constat au niveau local. On s'est dit, bah ok, on va monter un atelier ici au Pays Basque et dans le sud des Landes pour recycler à notre petite échelle les déchets plastiques qui finissent enfouis, incinérés à l'étranger. C'est ce qu'on a fait. Et donc aujourd'hui, on dispose d'un atelier avec des machines qui nous permettent de transformer certains déchets plastiques. Donc on a un broyeur, on a une injecteuse, on a un four et une presse qui nous permettent de transformer les déchets, notamment sous forme de plaques. On va dire que c'est un petit peu ce qu'on transforme de manière globale. Je sais pas si tout le monde le voit. En tout cas, bon, les gens qui sont ici dans la salle voient. Là, c'est une plaque en plastique, 100% déchets plastiques récupérés localement. Donc en fait, les couleurs qu'il y a sont les couleurs des déchets. On n'ajoute absolument rien, c'est-à-dire que c'est par thermoformage, et par compression qu'on arrive à obtenir des plaques de plastique recyclé qui peuvent ensuite être retravaillées comme du bois. Donc on peut les percer, les visser, les scier. On peut en faire vraiment des choses incroyables.
Et donc, nous, aujourd'hui, ce sont des plaques qui nous permettent de faire des créations sur mesure et de l'aménagement et du mobilier notamment. Voilà. Donc, ce sont des plaques soit qu'on transforme nous-mêmes dans notre atelier, soit qu'on transforme avec des professionnels. Je montre juste, hop, je partage pour pouvoir montrer, hop, que tu puisses commenter. Oui. Alors là, vous voyez en direct donc le site internet de Ressac sur lequel on a un onglet boutique avec les produits qu'on fabrique aujourd'hui à partir des déchets du territoire. Donc en fait, on a toute cette activité de recyclage, de transformation des déchets plastiques. Et aussi en même temps, donc tu parlais de business Emric, nous on est une association, mais on a aussi un business model à trouver, et notamment sur cette nouvelle matière qui est la plaque de déchets plastiques, voilà le matériau en lui-même. Quel peut être le débouché demain à la place d'utiliser du bois, à la place d'utiliser de l'acier, du plastique vierge, pour de moins en moins puiser dans ces ressources-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas puiser dans nos déchets pour venir créer des choses qui soient le plus durables possible? Donc en fait, voilà, nous aussi on est sur ce double axe de venir transformer les déchets et en même temps leur trouver un marché, leur trouver une utilité au sein de la société. Je trouve que vos initiatives sont particulièrement intéressantes parce que on sent dans les produits que vous proposez, c'est pas que la valeur d'usage du plastique qui est mise en avant, mais le côté design qui permet aussi de raconter l'histoire du plastique. Et c'est là où justement se crée toute la valeur du plastique collecté dans l'environnement. Et c'est sa différence avec un matériau pétrosourcé directement. C'est l'histoire qu'il raconte et l'engagement que le propriétaire prend quand il achète un produit recyclé avec ce plastique-là. Bien sûr, c'est tout un soutien qu'il y a derrière parce qu'il faut savoir aujourd'hui que le recyclage coûte très cher. D'ailleurs, c'est pour ça que les filières de recyclage de tous les plastiques qui existent n'existent pas en fait. C'est parce que à l'échelle de la France, le recyclage n'est pas rentable en fait. Donc c'est pour ça que les filières n'existent pas. C'est pour ça que ce sont des associations qui sont qui essayent de faire quelque chose. Alors les choses sont en train de changer. Hein. Voilà, il y a de plus en plus de projets qui sont en train de faire les mêmes prises de conscience que nous. Donc on va y venir petit à petit et c'est ce que je souhaite aussi. Mais c'est vrai que voilà, dans tout ce système-là, la collecte a un coût, le recyclage, la transformation derrière a un coût humain, un coût matériel, un coût logistique. Donc ça, c'est important aussi de le véhiculer par les produits fabriqués, par le matériau. C'est un matériau qui a aujourd'hui un coût. Voilà, mais qui a aussi beaucoup plus de bénéfices pour le collectif, pour l'environnement. Et le prix finalement du produit fini, c'est aussi le bénéfice collectif qu'il représente. Quoi. Bien sûr. Sachant que pour donner un ordre d'idée sur la plaque de plastique recyclé, nous on se rapproche du coût du bois massif. Voilà, en termes d'artisanat, on est sur le coût du bois massif par rapport à notre plaque de plastique recyclé. Donc nous aujourd'hui, on a 2 épaisseurs, on a 7 mm et 15 mm, et on a un format maximal qui est de 60 par 60 cm. Et on espère pouvoir s'équiper un peu mieux pour pouvoir fabriquer des plaques en plus grand format et qui nous permettraient de faire des créations un peu plus grandes, quoi. Et alors, avant qu'on arrive à l'international, une petite question. Est-ce que ce sont tous les plastiques ou est-ce que, par exemple, les bouteilles qu'on a vu traîner dans la Dour tout à l'heure, est-ce que si on peut les ramasser, nous, les marins, surfeurs et autres, est-ce que tu pourrais en faire quelque chose ou est-ce que certains plastiques ne sont malheureusement pas transformables? Et donc on peut redémarrer et on redonne la parole donc à Louise qui nous racontait son aventure au Kenya. Voilà, donc une autre expédition de plastique à Dour, celle de The Fuel Copy Project. Donc on est parti, on les a rejoints 2 fois, 2 expéditions, dont une pour aller filmer donc leurs actions en Afrique. La première, c'était sur le lac Victoria, qui est un lac qui est vraiment mis en danger à cause de la pollution plastique sur le lac. Et il y a plus de 40 millions de personnes qui vivent à travers ce lac puisqu'ils se lavent avec l'eau du lac, ils boivent l'eau du lac, et les rivages sont vraiment pollués. Enfin, plein de problématiques sanitaires, humaines et environnementales en fait qui en ressortent. Et cette année, récemment, on a repris donc le bateau de 9 mètres pour partir sur l'archipel de l'Amou.
qui est un endroit, comme on dit, géré océanique, mais donc du coup, tu nous expliqueras plus en profondeur. C'est un endroit donc au nord du Kenya, très proche de la Somalie, où en fait, à cause des courants marins, les plastiques se retrouvent et s'accumulent autour de cette ville, Lamu et des îles. Et on retrouve du plastique d'Inde, d'Indonésie, de Chine, de plastique de partout en fait. Et donc l'idée de cette expédition, c'était d'aller à la rencontre des communautés. Donc en fait, dans l'équipe, on a une personne de Precious Plastic, donc l'équivalent de Lisa, mais version Afrique, du coup, qui s'appelle Katharina, qui faisait des workshops pour montrer aux communautés les problématiques du plastique, comment les trier, qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Donc on avait des petites machines de démonstration où en fait on allait, vous allez voir aussi dans la vidéo, mais on découpait le plastique avec un vélo qui permettait de hacher le plastique. Après, on le mettait dans la presse et on en faisait un verre, un dessous de table, et on montrait en fait très concrètement aux communautés ce qu'on pouvait en faire. Donc ça, c'était vraiment la partie éducation. Il y avait une partie scientifique aussi, de dire combien il y a de plastique et d'où viennent-ils, aussi pour construire un business model derrière, en se disant en fait, si on a besoin de matières premières, combien de tonnes on a, d'où ils viennent, etc. Parce qu'aujourd'hui, l'idée de Flip-Floppy, c'est qu'à Lamu, ils sont en train de construire un centre de recyclage où l'idée ce serait de pouvoir construire d'autres bateaux parce que à cet endroit en plus précisément les bateaux la pêche c'est vraiment l'activité principale de revenus et aussi pour manger là-bas et aujourd'hui ils utilisent pour faire des boutres traditionnelles ils utilisent des bois de mangrove des arbres de mangrove qui sont complètement en voie de disparition qui plus est les mangroves qui sont complètement ensevelis de plastique. Donc il y a plus de matière première pour eux leur bateau, il y a plus de poissons parce que les poissons mangent du plastique. Enfin bref, c'est vraiment le chaos. Et tout ça quand même le dénominateur commun c'est le plastique. Donc il y a vraiment une problématique quand même qui est démontrée. On est sur l'environnement, mais on est sur des conditions sanitaires, on est sur de l'humain, on est sur du revenu, l'employabilité. Donc il y a vraiment une économie circulaire durable à construire en fait. Mais aujourd'hui c'est difficile d'en avoir une qui soit rentable. Donc voilà, l'expédition aussi, c'était de se dire si on doit construire un business model avec une factory qui recycle du plastique, combien on aura de matières premières, quels sont les produits dont les communautés auront besoin aussi. Donc sur le terrain, on allait un peu rechercher les besoins pour répondre aux besoins. Et voilà, ça c'est l'expédition. On peut peut-être en montrer un. On va partager le film. On en a fait, du coup, on a sorti il y a 3 jours, même pas, non? C'était avant-hier, je crois, la vidéo de l'expédition, du coup. Donc, on va pouvoir voir concrètement. Alors, c'est en anglais, donc l'idée, c'est que je commente par-dessus. J'espère que ça va être OK. Et tu as trouvé des financements pour y aller? Alors, la première année, on a fait un crowdfunding, une campagne de fonds public, financement participatif. Et cette année, c'est Flip-Floppy qui nous a financé à travers des financements qu'ils avaient récupérés du gouvernement britannique. Parce qu'ils sont aussi financés maintenant par le programme environnemental de l'ONU au Kenya. Donc ça devient vraiment très très gros, sachant que vraiment Flip-Floppy, ça a commencé en 2018 dans un garage à l'arrache. Comment ça? Mais maintenant, ils sont vraiment, ils se sont vraiment fait connaître au niveau international en plus. Enfin, Afrique de l'Est surtout, et après un peu à l'international. Ça devient vraiment un beau projet. Je le mets. I'm Dallas Kanga. I'm born in Lamu County. I came up in a family of boat building. I feel it is a necessary time for us to make a change on why we are receiving so much pollution in the ocean, and what can we make a change about those things. Vient de Lamu et qui explique que aujourd'hui il faut faire un move assez considérable pour lutter contre la pollution plastique et aller vraiment au-delà et utiliser le savoir-faire qu'ils ont depuis des générations tout en utilisant la matière première du plastique pour faire matcher à la fois leur manque de matière première pour faire leur bateau et aussi répondre à la pollution plastique. Ce qu'ils expliquent, c'est qu'à Lamu, c'est ça. Donc, aucune gestion des déchets, pas de recyclage, pas de poubelle, etc. Et que le bateau qu'ils ont construit, donc qui est ici, fait 9 mètres, un voilier, symbolique de repenser le plastique et en fait une initiative positive. Ça n'est pas dessus, pardon.
Moi, j'ai mis pause. Ouais. Ah, tu peux revenir en arrière. Juste ici, en fait, on voit juste, du coup, donc ça, c'est le fondateur de Puplopi. Ils ont construit donc la factory. Donc là, ils sont en train de mettre le plastique en paillettes. Je fais Ressac. Oui, alors on n'a pas de vélo, mais c'est chouette, très chouette. Mais c'est vraiment l'idée de ce vélo, c'est pour montrer que la low-tech peut répondre vraiment à la problématique du bâtiment pour le recyclage. Et du coup, avoir un côté un peu attractif pour les communautés quand ils voient ça, c'est toujours sympa, ça regroupe les gens autour de la machine. Voilà. Ça, c'est le bateau. Ouais. Donc, dans leur factory, il y a une partie d'éducation aussi où ils peuvent accueillir les communautés. Et en fait, là, c'est donc celui qui s'occupe de mettre les paillettes pour faire le plastique en pâte. Et ensuite, derrière, aller avec les moules, faire des poutres pour construire le bateau. L'idée de Puplopi, c'est au-delà de ce bateau, d'en faire un plus gros pour faire le tour du monde. La coque, c'est 10 tonnes de plastique. Ouais, donc c'est 10 tonnes de plastique et en fait, ça s'appelle Puplopi et la coque est colorée parce qu'ils ont récupéré 30 000 tongs, qui est un des déchets qu'on trouve le plus souvent sur les plages et ils ont poli en fait pour faire une coque colorée pour avoir un petit côté attractif. Parce que la couleur initiale, c'est la couleur du boudin qu'on a vu sortir en marron. Ouais. Ouais, ça serait moins que. Et ça, qu'est-ce que cette structure? Alors, dans les événements qu'on faisait vis-à-vis des communautés, on utilise aussi l'artivisme, où on construit des sculptures comme ça pour que les communautés en fait comprennent que s'il y a moins de plastique, c'est parce que s'il y a moins de poissons, c'est que il y a trop de plastique. Donc voilà la factory avec. En fait. Ouais, il y a un tri sur place qui est fait depuis 2 semaines. Ils font des challenges avec les communautés en fait où les communautés ramassent du plastique qu'on leur dit depuis pré-tri aussi. Et puis après derrière ils valorisent et ils payent les communautés pour ramener le plastique. Ce qu'ils montrent aussi en avant, c'est que donc les gouvernements ne font rien et que les communautés eux-mêmes créent des initiatives et ça c'est bien de les mettre en avant. Parce que rien n'est fait à l'échelle. Voilà, rien n'est fait à l'échelle politique. Donc, l'idée aussi, c'est de mettre en avant pendant cette expédition des communautés qui mènent des actions contre la pollution plastique, qui font des colliers, et qui créent en fait une économie circulaire, créent de l'emploi derrière. Ça, c'est la poutre qui est... Non, ça, c'est le bois de mangrove ou c'est la poutre qui est... Ouais, c'est le bois de mangrove là qu'on a vu. Si la mangrove disparaît, c'est pas non plus une très longue chose pour... Non, mais en fait, vous allez le voir, la problématique, notamment, donc, sur le pays, enfin, là-bas, il y a donc c'est dur océanique qui accumule le plastique et les racines de mangrove, comme elles sont assez accrochées, comme ça. Quand la marée monte, les plastiques se bloquent dans les racines et quand elle descend, le plastique reste sur terre. Et c'est pour ça que sur des kilomètres, vraiment, pourtant j'ai déjà fait du coup des expéditions plastiques, mais là je pense que c'est l'image qui m'a la plus choquée, c'est que sur des kilomètres il y a des montagnes, on voit plus du tout la terre, et c'est des endroits qui sont perdus en fait. Il y a rien quoi. Ça vient vraiment d'ailleurs et pas de là. Voilà, et en plus quand on fait du coup, quand on a fait l'analyse scientifique de dire d'où est-ce que ça vient. On le voit très clairement, c'est écrit sur les étiquettes. Alors, on voit le frisbee avec l'étiquette qui est encore super bien collée. Ça, par contre, ça bouge pas, quoi. Et ça vient de Tanzanie, ça vient de Chine, ça vient d'Inde. Et c'est ce que je disais, donc, précédemment, mais il y a des communautés. Alors, autant il y a effectivement des villes, par exemple, en Afrique, comme j'ai pu voir, ou en Ouganda, etc., où ils utilisent beaucoup de plastique. Donc, après, ils jettent, et puis voilà, ça s'accumule, etc. Mais vraiment, particulièrement sur cette zone et dans les communautés qu'on est allé visiter, leurs habitudes et leurs pratiques n'ont pas vraiment changé. Ils mangent toujours avec des feuilles de bananier. Dans le village où ils sont 300, il y a une petite épicerie qui vend en fait d'emballage plastique, mais rien par rapport à ce qu'ils reçoivent en fait. Et c'est un peu ce choc de se dire ils ont pas forcément fait évoluer leur pratique, mais alors pour le coup ils sont ensevelis de plastique qui viennent d'ailleurs. Et donc là on est complètement sur un combat entre guillemets mondial et à gérer à l'échelle locale quoi.
Donc, je me permets de faire un parallèle aussi avec du coup le mouvement Precious Plastic, parce que je disais qu'il y avait une personne dans ces communautés-là qui était aussi issue de Precious Plastic. C'est quand même super de se dire que le fait d'avoir ces plans de machines en open source de manière gratuite sur Internet, ça permet aujourd'hui d'avoir des ateliers partout dans le monde, alors en Indonésie, en Afrique, etc. Voilà, les personnes se réapproprient les plans de ces machines, parfois même les améliorent. Et voilà, à base d'un broyeur, une machine qui vient faire fondre la matière plastique, une machine qui vient la mouler pour lui donner une nouvelle forme. En fait, à partir de 3 outils, je dirais, qui sont duplicables de manière assez simple avec des pièces qu'on peut trouver facilement. Ça permet de créer justement ces petits ateliers à l'échelle ultra locale. Et d'ailleurs, je sais que moi, il y a justement une partie des fondateurs de Precious Plastic, des personnes qui ont vraiment initié le mouvement en 2013, qui aujourd'hui font énormément d'expéditions en Afrique, parce qu'ils font ce constat-là aussi de se dire, OK, on a partagé nos plans, etc. Il y a des ateliers qui se montent en Europe, etc. C'est super, parce que nous aussi, on n'est pas très bons, hein, on n'est pas de très bons élèves, c'est pas pour autant parce qu'on a des centres de tri et des poubelles qu'on est bon, hein, nos déchets aussi se retrouvent là-bas. Mais voilà, ce qu'ils se sont dit, cette équipe de fondateurs de Precious Plastic, c'est que le besoin urgent sanitairement, etc., était plutôt orienté sur les pays en voie de développement. Donc, eux-mêmes partent aussi là-bas, instaurer des machines. Je sais que là, ils sont pas mal au niveau des pays du Maghreb, etc., voilà, pour outiller les gens sur place qui puissent ensuite faire quelque chose, au moins réduire un peu cet amas dans lequel ils vivent au quotidien, quoi. Du coup, je pense que là, on arrive vers la fin. Il y a que des images, comme ça, vous découvrez un peu ce qu'on a vu. En interview, si vous ne comprenez pas l'anglais, vous devriez pas être trop détaillé. This allows us to create a baseline. And from that baseline, we can now have the scientific evidence to show us and guide us on the right path forward. When that boat is out there sailing, she is testimony, she is first-hand evidence to what is possible. And she's something that the local people can say, wow, this was made by my own community, by my own people. And I think that pride gives us that opportunity to say it is possible. Je cesse le partage d'écran. Je vais arrêter le partage d'écran pour l'instant. Voilà, peut-être un petit peu de réaction visio. Vous pouvez réouvrir vos micros si vous avez des questions sur cette première partie. Et en salle, dans la salle, bien évidemment, vous pouvez également. C'est toi qui as fait. Ok. Bravo. Alors, allez-y. Oui. On peut prendre la parole, nous? On peut commencer? Absolument, allez-y. Ah, ok. Bon, c'est très intéressant tout ce que vous faites. Autant le ramassage sur la Dour que l'idée de réemployer le plastique, notamment le plastique non mélangé. De toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Moi, il y a juste quelques questions par rapport au fait de réutiliser, de refaire fondre le plastique pour refaire des objets. C'est intéressant. On n'a pas trop le choix on ne sait pas trop quoi en faire de tous ces déchets, ça c'est clair. Mais ce qui me gêne un petit peu dans tout ça, c'est comme c'est un matériau qui va concurrencer le bois, parce que le bois devient coûteux, rare, et qu'apparemment vous arrivez à faire un matériau intéressant. C'est que sur les chantiers, en fait, par exemple, là, là vous étiez en Afrique, bon, il n'y a pas vraiment d'atelier, vous travaillez tout ça à l'extérieur.
Donc moi, ce que je me dis, c'est que quand vous coupez, je le vois sur les chantiers, tous les mecs qui posent des huisseries en PVC ou autre, la quantité de particules qui partent au moment du sciage, c'est pour moi ça, c'est dramatique. Et ce que je me dis, c'est que sur un plastique sorti des détritus, qui va être coupé partout dans le monde pour le réemployer, va laisser apparaître le problème le plus important, c'est la microparticule qui, elle, va continuer à graviter. Alors, je sais qu'on a le couteau sous la gorge par rapport à ces déchets-là, mais est-ce que vous faites une sensibilisation par rapport à ça, par rapport au fait que quand on travaille, par exemple, vous disiez que sur le reportage, le bateau était poli pour qu'il soit attractif. Il est très joli, ce bateau, mais au moment du polissage, vous générez une poussière de plastique qui, elle, est irrécupérable. Donc, dans l'idée de bien faire et de recycler, il y a cette problématique pour moi de la microparticule, un petit peu comme vous, ce que vous faites sur la Dour, c'est-à-dire que vous ramassez du gros déchet, c'est vachement important parce que quelque part, c'est le plus facile à sortir de l'eau, puisqu'il est encore visible et pas complètement dégradé, mais tout ce qui reste sous les ronces, dans les végétaux, prisonniers dans les racines, etc. Enfin, nous qui les traitons, ces microdéchets, on voit bien qu'il en reste énormément, et c'est ceux-là, comme vous disiez, ce sont ceux-là les plus dangereux puisqu'ils sont déjà dans un état de dégradation très avancé, quoi. Voilà, c'est juste des petites remarques qui me viennent. Est-ce que vous pouvez préciser, parce que vous parlez de traiter les microdéchets, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle oui, ce que l'on fait, nous. Oui, alors nous, c'est l'association Terre d'Idôme. On fait de la collecte de déchets sur le gave d'Oloron, entre Oloron et Peyrorade. On a 150 km de berges à traiter. Et on fait de la cartographie, c'est-à-dire qu'on comptabilise, on trie sur place toutes les collectes, on sépare donc tous les éléments entre eux, on les regroupe en famille et on les quantifie et on crée des zones témoins en fait propres à 100% au niveau visuel, c'est-à-dire qu'on enlève tout ce qui est micro-déchets, c'est-à-dire moins de 5 mm, du plus gros jusqu'au plus petit. Donc ce sont des zones qui nous servent de repères pour voir à chaque crue le flux de matière, de quelle façon ça va se recharger. Nous, on essaie d'identifier la provenance des déchets, parce que ça fait quand même des années que des gens ramassent des déchets et il y en a toujours autant, alors qu'on est à une époque où on a des centres de tri, où on a des collectes qui sont organisées, et on trouve quand même énormément de déchets. Donc nous, on essaie d'identifier, de créer une lecture de ce phénomène-là sur le gave d'Oloron, parce il faut bien qu'on choisisse un secteur. Et voilà, donc voilà ce qu'on fait. Donc c'est vraiment une cartographie et un comptage précis de tout ce qu'on fait. Voilà. D'accord. Donc on revient sur la question de base que vous posiez, qui est lorsqu'on scie ou lorsque l'on... Quand on travaille un matériau, déjà quand on le... Ouais. Dire nos trois. Moi, je suis pas dans la partie recyclage, mais par contre... Oui. Non, j'ai bien compris. Oui. Alors, pas encore. On y travaille. On y sera dans pas longtemps, j'espère. Mais ce que je vois, c'est une masse de plastique extraite de l'environnement. Et déjà, ça, c'est un point positif. Je pense que il y a forcément des parties moins vertueuses et d'autres qui le sont beaucoup plus. Et je pense que on a quand même une balance qui est sacrément positive avec le retraitement que fait Precious Plastic de ces outils-là. Il est indispensable de travailler cette matière plastique brute pour lui donner une valeur. C'est à travers la valeur qu'on va donner à ce plastique-là qu'on va pouvoir organiser et financer les collectes et toutes les actions de remédiation qui vont avec. Après, j'imagine qu'il y a aussi possibilité de prendre des précautions pour faire en sorte que lorsqu'on polie la carène du bateau,
on soit alors avec les moyens qu'on dispose dans un hangar, dans le meilleur des cas, ou alors sur une bâche en plastique sur laquelle on va pouvoir faire tomber ces microparticules. Mais après, ce qu'il faut, à mon avis, les microparticules, enfin, si elles sont pas disséminées par le vent, une poudre de plastique, elle est aussi réutilisable, c'est-à-dire que, enfin, elle est remodelable. Il suffit de pas perdre de matière dans le process, quoi. Oui, mais vous savez, vos initiatives, je les trouve très positives. C'est juste que moi, j'ai eu l'occasion d'observer pas mal de comportements, justement, parce que le milieu du bâtiment, je connais, je sais comment ça se passe. Et je sais que quand on travaille une matière, c'est un peu comme l'amiante. Si vous y touchez pas, ça va. Dès que vous commencez à y toucher, c'est là que ça pose des problèmes. Donc effectivement, de toute manière, il faut prendre la problématique par tous les bouts. Donc récupérer, retraiter, trouver des solutions. Ça, on est à 100% dans ça c'est clair et net. Mais là où je pense qu'il y a une éducation à faire, c'est dans la finesse dans laquelle on peut travailler ces matières-là pour ne pas, en voulant solutionner notre problématique qu'on a créée et on en a bien tous croqué de cet avantage moderne, d'arriver à se rééduquer aussi, de poser un message d'éducation, de savoir quand on travaille une matière, on est obligé de la couper, de la polir, et donc forcément on génère, voilà. Moi ce sont ces points-là en fait moi qui me tiennent un petit peu à cœur, parce que justement nous on travaille sur le micro-déchet et on voit que c'est celui-là qui est le plus qui se diffuse et qui est perdu, quoi, voilà. Mais la ressource est là et c'est très intéressant que des gens comme vous puissiez travailler sur la ressource, parce que ça c'est une ressource perdue. Et l'objet, je me permets de vous interrompre pour que tout le monde puisse prendre la parole, mais l'objet ce soir, c'est quand même de prendre, enfin, tout le monde est conscient. Alors, c'est souvent les gens les plus conscients qui sont présents, mais voilà. Excusez-nous, on allait en plus tomber en panne de en panne de batterie sur le portable qu'on a changé, ça aurait été ballot. Oui, l'idée, c'est quand même de voir, même si rien n'est parfait, c'est de voir aussi déjà le mouvement qui s'opère déjà, et surtout de voir, et moi c'est ce qui m'a beaucoup perturbé quand on a discuté avec Louise, c'est le fait qu'on n'est peut-être pas assez conscient que à l'autre bout de la planète, une île sur laquelle il n'y a pratiquement aucun plastique utilisé par les personnes qui y vivent, soit complètement polluée par des plastiques Alors même si on récupère que et je pense que tu vas nous expliquer. Oui, alors, effectivement, je vais dire quelque chose. Je voulais juste. Vas-y. Je suis très rapide. Déjà, merci pour cette remarque parce que c'est très pertinent. Je fais une mini parenthèse du coup sur les microparticules. Effectivement, je pense qu'il faut accompagner les publics qui retravaillent ces déchets plastiques à le retravailler de la manière la plus saine qu'il soit, déjà pour eux-mêmes, parce qu'il faut savoir que retravailler le plastique, qui est une matière quand même qui peut être toxique, donc il faut éduquer à l'utilisation de masques, à l'utilisation de machines dans un environnement qui soit adéquat, et concernant les microparticules qui peuvent apparaître quand on scie par exemple, quand on perce, quand on vient visser le plastique, il y a des microparticules. Nous aujourd'hui on les récupère, mais je dirais qu'on a la chance de pouvoir le faire d'une manière adaptée, c'est-à-dire qu'on a un atelier qui est fermé, qui est hermétique, on a des équipements sanitaires, on récupère du coup cette poudre que nous on vient générer en transformant les déchets plastiques et qu'on vient ensuite remettre dans le cycle. Donc voilà, nous on peut le faire parce qu'on a un atelier qui est bien équipé. Aujourd'hui, bien sûr, pour des ateliers qui sont en Afrique, etc., qui n'ont pas les mêmes équipements que nous, la question se pose et il faut se la poser parce que c'est vrai qu'il y a les déchets, les macro-déchets qu'on voit à l'œil nu, mais il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas et qui est aujourd'hui la partie immergée de l'iceberg. Donc, je dirais que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dès maintenant dans toutes les actions qui sont mises en place à l'échelle locale et ailleurs. Ouais. Juste pour terminer, une petite seconde, c'est que c'est vrai que, et puis en plus les gens qui sont confrontés à ce problème-là, les Africains, etc., ce sont des gens très imaginatifs qui savent trouver des solutions.
Il suffit juste de leur soulever la problématique. Et pour Ressac, sachez que nous, sur nos collectes, on a une table de tri avec un fil à linge avec toutes les photos pour que les gens comprennent bien où est-ce qu'on met tel et tel déchet. Maintenant, nous avons la fiche Ressac pour les bouchons. Et la question de Fanny, la question s'adressait justement à nos amis du Béarn. Que faites-vous des déchets collectés, c'était ça? C'est les communautés de communes qui s'en occupent, et donc ça part dans le système traditionnel, enfouissement, incinération, voilà. D'accord. On n'a pas de solution, nous, de retraiter tout ça. Vous n'avez pas de récit? Si, un petit peu. On commence. Ah, super. Oui. Ok. Juste pour terminer sur les microplastiques, je pense qu'il est déjà excessivement compliqué d'aller chercher des macroplastiques dans un environnement en perpétuel mouvement qui change, voilà, qui bouge, sur lequel on n'a même pas encore d'indicateurs quand il y en aura ou quand il n'y en aura pas. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement variable. Donc, moi, je vois la difficulté déjà que c'est de collecter les macroplastiques. Les microplastiques, pour moi, c'est déjà, enfin, c'est peine perdue. C'est-à-dire, il faut absolument que là où on est en capacité de filtrer les microplastiques, je crois qu'il y a une initiative de mettre des filtres à la sortie des filtres obligatoires à la sortie des machines à laver. Mais microplastique, pour moi, c'est traitable que quand il est macro, c'est-à-dire tout macroplastique un jour deviendra micro. Et donc, si on veut être acteur sur le microplastique, c'est sur le macro qu'il faut agir parce qu'on est en capacité de le faire. Voilà. Et ce qui est, enfin, et là, tu vas peut-être nous parler de. Moi, personnellement, je suis marin et vous êtes surfeur. Je pense qu'on est tous, quand on est sur l'océan, tous amenés à voir, et je trouve que ne serait-ce que d'avoir une application, quelque chose qui nous permette, de nous sensibiliser. Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ce qui manque dans tous les bateaux, c'est un sac de récupération avec une pince, de récupération des plastiques, parce qu'on en voit tous. Il y a l'appli, mais il y a la récupération. Je suis partie des gens qui n'ont pas la pince. Et je vais en acheter une, parce que c'est difficile de récupérer un plastique. C'est ça, l'idée, c'est que quand on est à la voile, en train de naviguer, il est extrêmement compliqué, voire dangereux, de se pencher par-dessus bord pour aller ramasser un plastique. C'est la raison pour laquelle, alors, moi, bien évidemment, j'invite tous les usagers de la mer, autant que faire se peut, à collecter des plastiques. Maintenant, je comprends, et moi-même, si je devais m'arrêter à ramasser chacun des plastiques à chaque fois que je suis en pêche avec mes enfants, on y passerait l'après-midi. Donc, à un moment donné, il y a peut-être un geste plus simple à faire, et c'est ce que j'ai pu mettre en place avec ici. Donc, on va partager l'écran sur ton PowerPoint que je viens de mettre. Ouais, on peut passer directement sur la vidéo qui est une des slides. Alors, attends, hop, je reviens. Vas-y, dis-moi. Défile. Je vais pas revenir sur toute la présentation avec ici. C'est plus loin. Voilà, là, je vous présente on va passer directement. Voilà, c'est là le film. Le film, c'est voilà, là-dessus. Ah oui, pardon. Juste pour le mettre en grand, parce que c'est pas télé.
Détections qui sont réalisées là où on n'a pas de bateau. J'espère bientôt pouvoir en mettre au maximum d'embouchures possible. Le simple fait de prendre une photo et de réaliser une détection, ça crée de l'information parce que déjà, savoir où et quand il y a eu des plastiques flottants, ça constitue une information précieuse, information pour laquelle l'Agence spatiale européenne nous a accompagnés dans la création de notre application. L'idée, c'est que si on arrive à avoir suffisamment de détections à l'échelle de la planète, puisque l'application est disponible sur Google Play et Apple Store sur le monde entier aujourd'hui, si on a suffisamment d'informations, on va pouvoir étalonner, ou en tout cas essayer d'étalonner un algorithme qui permettra de détecter les déchets flottants depuis l'espace. Quand on travaille sur la data satellite, on a une information qui est très très riche sur l'image satellite, mais on ne sait pas finalement trop ce qu'on regarde. Par contre, si on sait que sur tel pixel il y avait des déchets flottants, sur tel pixel, on va pouvoir apprendre progressivement à reconnaître les déchets flottants à travers le signal qui est perçu par le satellite. Alors, au-delà de ça, chaque détection que vous faites, c'est un argument supplémentaire qui me permet à moi de mobiliser les élus du littoral pour leur dire, regardez, monsieur, regardez, madame, dans vos administrés, dans les citoyens qui sont sur votre territoire, il y a déjà plein de gens qui se mobilisent. Mettez à disposition des moyens de collecte pour faire en sorte que cet effort-là soit suivi d'une action et d'un résultat tangible. Voilà. Donc, il faut tout savoir avec CleanMySea. Donc, téléchargez tous l'application avec CleanMySea. Faites des détections aussi souvent que c'est possible. Parce qu'on peut le faire également du sol. On peut le faire de la terre, en mer. On n'est pas obligé, et même à l'issue d'une session de surf, on n'a pas forcément son iPhone, enfin son téléphone quand on surfe. Par contre, quand on débrief des lives qu'on a pris avec les copains, eh ben, on a la possibilité de dire, j'ai vu. On prend pas forcément la photo, mais le jour où il y a un bateau qui est à proximité et qui ne collecte rien parce qu'il n'a rien vu ou qu'il n'y a pas d'autres détections qui sont réalisées, c'est une information complémentaire qui sera exploitée. Voilà. Et je vais te demander, est-ce que justement ces points de détection, ils sont accessibles aux particuliers? Ça veut dire si moi je me balade et que, je sais pas, j'ai un peu rien à faire et que je vois que quelqu'un, quelques heures plus tôt, a signalé un déchet plastique dans cette zone-là, je peux y aller? Alors, on fait pas de partage de cette information-là parce que ça devient plus compliqué et plus lourd à gérer. Hein. L'idée de cette application, c'est qu'elle soit extrêmement simple. Par contre, toi, sur ton application, tu vas avoir référencé toutes les détections que tu auras faites. Et puis, en plus de ça, la prévision de trajectoire qu'on a réalisée à partir de la détection que tu as réalisée. Mais rendre disponible toute la database à chacun des utilisateurs, c'est compliqué techniquement. Et en plus de ça, ça nous priverait au final d'une ressource économique qui deviendra importante, j'en suis certain, qui est la data. Aujourd'hui, un des secteurs sur lequel CleanMySea va pouvoir se développer, en tout cas générer des profits pour pouvoir soutenir l'effort de collecte, c'est aussi la valorisation de cette donnée qu'on produit tous ensemble. Voilà. Sur le PowerPoint, tu veux que je le remette ouais, alors si vous voulez, je peux vous montrer le bateau, parce que on travaille aujourd'hui. Alors, l'actualité avec CleanMySea, c'est avoir son premier client. Hein. On a eu des écueils sur des levées de fonds précédemment qui se sont pas forcément déroulées comme on le souhaitait. Donc, je repars sur quel? La slide qui est juste trois slides en dessous. En dessous? Ouais. Voilà, c'est le bateau. Bon, voilà, l'idée c'est de progresser toujours davantage vers des moyens de collecte qui soient le plus vertueux possible, qui consomment un minimum d'énergie. Alors, pour réaliser ce navire-là, bien évidemment, il faut des moyens. On a retenu l'attention d'un organisme spécialisé sur le biomimétisme qui s'appelle le CEBIOS. En l'occurrence, le bateau qu'on propose ici est inspiré des poissons volants
dans la mesure où quand il avance, la forme qui est entre les deux coques produit une compression d'air, et donc il y a un genre de coussin d'air qui se crée entre les deux coques et qui permet au bateau d'être plus léger sur l'eau et du coup de pouvoir se déplacer relativement rapidement sans consommer plus d'énergie d'un point à un autre pour répondre aux différentes détections qui sont réalisées par l'application mobile avec InMySea. Alors pour financer ce bateau-là, bien évidemment, on a le soutien du CEVIOS à hauteur de 45%. Maintenant, il faut qu'on soit en capacité, nous, d'apporter le reste. Et alors les 55% qui restent, ça sera les investisseurs qu'on va inviter avec InMySea à prendre des parts de l'entreprise et puis nous donner les moyens justement de construire ce bateau. Mais ces investisseurs-là ne viendront qu'à une seule condition, c'est qu'on ait fait la preuve que notre plan d'action, les services qu'on propose, trouvent preneurs au niveau des collectivités. Donc, on va dire l'étape à franchir aujourd'hui pour avec InMySea, c'est mettre un bateau en fonctionnement, en mode commercial, hein, pas en mode subvention. On a déjà été subventionné pour prouver ce dont on était capable. Merci la région Nouvelle-Aquitaine qui nous a permis de prouver que notre dispositif était 5 fois plus efficace que n'importe quel autre dispositif de collecte. Maintenant, il faut vraiment qu'on passe en mode commercial pour avoir les moyens suffisants pour poursuivre l'aventure. Donc là, on croise les doigts avec la ville de Biarritz notamment. On espère que la proposition qu'on a faite hier va être enfin acceptée. Hein. Ça fait quelques années qu'on propose nos services à la ville de Biarritz. J'espère aussi, pourquoi pas, que la Corse, à qui on a proposé l'opération de collecte sur une année entière chez eux, c'était le contrat qui proposait, trouvera preneur. Et si on arrive à rentrer dans cette logique économique qui correspond au choix que j'ai fait pour avec InMySea, on va pouvoir accélérer et embaucher du monde, construire des bateaux et proposer nos services dans plein d'endroits. Voilà. Et c'est là que moi je reboucle sur l'économie sociale et solidaire, dans laquelle pour l'instant tu t'inscris en théorie, mais pas en pratique. Tu as pas demandé l'agrément encore. Alors, moi je te rejoins pas complètement. Je suis convaincu que tu dois être dans le l'ESS. Alors, l'utilité de l'entreprise. Alors, c'est vrai que a priori l'ESS, on entend plus souvent parler d'associations, de fondations, mais voilà, on est une entreprise de l'ESS, c'est inscrit dans nos statuts, c'est-à-dire que notre objectif, c'est bien d'être efficace sur le terrain et de collecter un maximum de plastique, bien avant de créer du profit. Et donc l'agrément, tu l'as vu? Alors, on n'a pas postulé pour l'agrément ESUS, qui est une étape supérieure, mais on est déjà dans l'ESS parce que dans nos statuts, il est marqué que les profits sont alloués en priorité à la poursuite de l'activité, parce que je peux pas me payer plus de 10 fois le salaire minimum et puis nos instances de décision sont participatives et pas que indexées sur la propriété financière de chacun dans l'entreprise. Donc on y est déjà. Voilà. Non, mais il n'y a pas besoin d'être ESUS pour être ESS. Voilà. Ah non, je suis d'accord avec toi, mais c'est un plus. Non, c'est un plus pour toi. C'est un plus pour toi en termes de reconnaissance et de capacité à aller chercher des marchés publics là où une entreprise commerciale classique ne peut pas. C'est en ce sens. Mais bon, mais je suis ravie que tu sois resté dans le SS. Ça me fait très très plaisir. Parce que c'est aussi l'un des points. On est dans une maison de l'économie sociale et solidaire. Si on fait ces conférences, c'est aussi que l'économie sociale et solidaire et RESAC, vous en êtes aussi porteurs, et vous également sur les valeurs qui sont portées. C'est hyper important quand même d'en parler. C'était le petit calcul. Je suis tellement convaincue de l'économie sociale et solidaire qu'il faut toujours que je fasse un jingle. Moi, j'aurais juste une question. Est-ce que, par hasard, pour les citoyens, on va dire, il est possible de pouvoir monter à bord d'un bateau et de participer à une récolte en mer? Alors, c'est là où tout se complique. Le droit du travail maritime est extrêmement sérieux, extrêmement sévère, extrêmement restrictif. En théorie, moi-même, je n'ai pas le droit de monter à bord du bateau.
Pour pouvoir monter et travailler à bord d'un bateau, il faut avoir soit la qualification matelot au minimum, soit la compétence capitaine de sang, qui sont des qualifs qui chacune prennent environ 6 mois à 1 an et demi. Donc moi j'ai accès au bateau parce que je suis l'armateur du navire, hein, je suis propriétaire, enfin le propriétaire pas tout à fait, mais je fais office de propriétaire quand il est à l'eau. Mais malheureusement, on peut pas en mode commercial, on peut pas inviter qui on veut à bord du bateau. Par contre, ce que moi j'organise, c'est avec mon semi-rigide perso, d'emmener les gens qui veulent aller voir le bateau de plus près, le voir en opération. Alors ça s'adresse bien évidemment surtout aux journalistes, parce que du coup, de cette manière, on met les projecteurs sur notre action, mais pas que. Nos partenaires, que ce soit les élus qui nous prendront en contrat demain, ou les gens qui nous ont accompagnés, notamment à Estia Entreprendre, à qui j'ai proposé d'aller à la rencontre du collecteur, puisque ils sont aussi partenaires d'Iclean Macy. Alors bien évidemment, tous les gens qui ont donné au premier crowdfunding qu'on a réalisé étaient aussi invités à venir voir le bateau de près. Moi je l'ai vu, j'ai navigué avec le bateau sur l'Adour. Et c'est vrai que c'est fabuleux parce que à ce moment-là, c'était encore des grandes poubelles, je sais pas si c'est encore le cas. C'est encore les grandes poubelles. Et qui sont déjà triées, c'est ce que tu m'avais expliqué, c'est qu'au lieu de faire du ramassage sans tri, vous triez déjà sur le bateau. Tout à fait. Ce qui peut être plastique, etc. Parce qu'on ramasse du bois, on peut ramasser plein de choses. Vous imaginez pas tout ce qu'on peut ramasser, hein, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que le système de dépollution qui est à bord du collecteur et qui sera à bord du prochain bateau, hein, c'est vraiment pour moi le système le plus efficace. C'est un tapis roulant qui relève les déchets. Alors on a un marin qui s'occupe de piloter le bateau, et puis l'autre qui est déjà en train de recycler, c'est-à-dire que le tout venant, en règle générale, les bois flottés ou les choses pas trop valables tombent dans une poubelle derrière, et puis les autres, on les met dans une autre poubelle. Alors, le côté poubelle est extrêmement déjà parlant, parce qu'on voit tout de suite quelle activité on fait quand on a des poubelles à bord, pour les gens qui se poseraient la question. Mais en plus de ça, contrairement à d'autres systèmes de dépollution déjà existants, qui utilisent des filets et souvent des sacs en plastique à usage unique pour ramasser les déchets flottants. Nous, on n'a pas de matière ajoutée. On utilise des poubelles en plastique, donc on connaît le poids exact. Quand on soulève la poubelle pour peser le produit de collecte, on sait exactement combien il y a à bord, enfin combien il y a dans la poubelle. Et puis, comme en tout cas pour le marché de Biarritz, ce sont les services de la ville qui passent derrière avec des camions bennes. Ils ont qu'à prendre la poubelle et ça part directement dans le camion benne. Donc il n'y a pas de matière ajoutée. Et puis aussi, quelque chose qui est assez important, c'est de faire attention à ses employés pour la manutention des déchets, que ce soit pour nos marins ou pour les services de la ville. Tout est standard et donc tout fonctionne nettement mieux que des sacs en plastique à usage unique qui viennent se rajouter au plastique qu'on a consommé et qui a atterri dans les océans. Pour toi, la prochaine étape, c'est convaincre les collectivités de te faire confiance, de te donner le marché qui te permettra après d'avoir ce bateau magnifique qui sera vraiment moins coûteux en termes d'énergie, alors qui nous appartiendra déjà. Oui, ça c'est déjà une première chose. Qui sera toujours donc à l'année sur l'eau. Alors, il sera pas forcément à l'année sur l'eau parce que on a besoin d'un marché public pour payer les marins qui sont à bord. Je pourrais, moi, à titre personnel, faire des sorties supplémentaires, mais encore une fois, comme c'est un bateau professionnel, je peux pas en faire ce que je veux. D'accord. Mais l'idée, ce serait effectivement, comme en Corse notamment, que les marchés. C'est pour ça que je disais toute l'année, parce que tu parlais de la Corse à l'année. Que les marchés progressivement s'orientent sur les endroits les plus stratégiques, que sont les embouchures des rivières, et puis qui
se focalise sur les moments où il y a le plus de déchets, pas forcément les périodes estivales où la visibilité est maximale. Voilà. Alors justement, ça me fait rebondir sur une question que je voulais poser à Lisa. L'autre jour, lors de la préparation de la réunion, on parlait du 7e continent. Bon, il y en avait 5 classiques, 6 avec l'Antarctique, 7 avec ce continent de magma informe de tous ces déchets. Voilà. Et tu m'as dit, mais il y en a plus que 7. Est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que là, vous êtes 3 à bien connaître le principe, donc vous allez tous pouvoir réagir sur ce GIR. Alors, en fait, généralement, on parle du 7e continent de plastique, qui serait voilà un endroit dans l'océan avec un amas de déchets flottants, mais aussi de soupe de plastique, voilà, qui s'est dégradé et détérioré au fur et à mesure du temps. Il se trouve qu'en fait, il y a un continent de plastique dans chaque GIR océanique. Donc, dans chaque océan, en fait, il y a au sein même de cet océan un espèce de tourbillon, un espèce d'endroit où viennent se coaguler, je dirais, les déchets plastiques à différents stades de détérioration. Et alors moi, j'ai tendance à penser, si c'est regroupé, pourquoi on ne va pas les chercher, puisqu'ils sont dans un seul endroit? Je suis désolée, j'y connais rien. Hein. Vraiment, c'est une question de Candide. Alors, en fait, ces GIR qui sont présents au milieu de tous les océans. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est qu'un GIR? L'Atlantique, le Pacifique est le plus connu parce que effectivement le Pacifique est l'océan tampon de la planète et où il y a beaucoup de courants de surface qui viennent s'accumuler avant de replonger au fond. Alors on comprend que quand un courant plonge et qu'il y a des flottants à l'intérieur, et ben, finalement ça va faire une zone de concentration où tout le flux descendant d'eau va laisser derrière lui tout le plastique flottant. Alors, le continent, c'est un terme pas tout à fait exact. C'est-à-dire que c'est une concentration de plastique plus importante à cet endroit-là que n'importe où ailleurs. Ces plastiques-là, c'est des microplastiques, c'est des plastiques plus ou moins flottants de longue durée. Hein. En l'occurrence, on trouve malheureusement beaucoup d'éléments de la pêche, mais moi je pense aussi parce que ce sont des éléments qui sont faits pour résister au milieu marin et du coup qu'une durée de vie encore plus importante et une flottabilité étudiée pour rester en surface, hein, là où une bouteille plastique va finir par se détériorer et couler au fond, la bouée de filet, elle va rester et pour un sacré bout de temps. Donc c'est d'abord quelque chose qui n'est pas aussi concentré qu'à certains endroits à la côte. J'ai quelques images que tu connais peut-être où on voit l'embouchure de l'Adour avec l'eau douce de l'Adour qui descend et puis une limite franche, nette avec l'eau marine salée un peu plus claire, bleue, où on a une zone d'accumulation. Et là, finalement, c'est pas tant la quantité de plastique, mais l'accumulation, la densité de plastique qui est hyper intéressante à exploiter. Cette densité-là, elle n'est pas forcément présente tous les jours au milieu du Pacifique. Et qui plus est, plus on va loin en mer, plus il faut des gros bateaux. Plus il faut consommer de carburant pour y aller, parce que il faut faire face aux tempêtes. Et puis si on veut rentabiliser le voyage, il faut charger un maximum de déchets. La stratégie d'Aquima ici, elle est un peu différente, c'est on va pas très loin pour pouvoir faire des allers-retours le cas échéant si on charge. Et surtout, on va pas en pleine mer quand il y a du vent. Parce que ça, c'est, il y a des publications scientifiques qui nous ont montré que dès qu'il y a du vent, les plastiques, pour la majorité, ne flottent plus, mais sont envoyés, ce qu'on appelle sous la couche turbulente, donc un peu en profondeur. Et si c'est un peu en profondeur, c'est encore plus compliqué à collecter qu'un flottant classique. Donc, s'il y a du vent, on ne peut pas collecter. Si c'est loin, ça coûte cher. Voilà. D'accord. Donc, c'est peut-être cette question-là que tu avais à poser. Fanny, on te donne la parole si tu veux ouvrir ton micro. Oui, salut Émeric. Vous m'entendez? Ouais, je me posais la question, pourquoi aujourd'hui Biarritz hésite encore à choisir la solution avec CleanMySea,
Est-ce que c'est parce qu'elle hésite entre plusieurs concurrents, plusieurs acteurs? Est-ce que c'est parce qu'elle hésite avec d'autres moyens, d'autres solutions pour lutter contre les plastiques? Ou est-ce que c'est une question de coût? Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Alors, c'est pas une question de coût parce que on est largement aligné avec les autres propositions qui sont faites à la ville de Biarritz. Je soutiens que notre solution est beaucoup plus efficace. On a fait la preuve. Alors, qu'est-ce qui est compliqué dans le marché public? C'est un exercice alors qui est compliqué à plusieurs égards. Après, il faut comprendre que bon, les acteurs, enfin, on est aux prises, nous, avec des acteurs, des gros acteurs du secteur, hein, du CAC 40. Donc le groupe Suez, hein, pour pas et que Suez travaille déjà sur la problématique des eaux de baignade, du recul du trait de côte, de la potentielle exploitation des énergies marines. Donc, ce sont des interlocuteurs connus et habituels des collectivités littorales, notamment au Pays Basque, hein, où Suez fait un très bon boulot une très bonne relation commerciale, on va dire, avec les élus. Moi, mon job, c'est vraiment d'arriver et de dire, on a un plan d'action qui est radicalement différent, avec une philosophie complètement différente, et j'essaie de convaincre. Et après, mon job s'arrête là. Après, chacun doit considérer et prendre à sa charge sa part du boulot. À mon sens, et je rejoins ton observation, hein, on est une entreprise locale. Chaque sou qui nous sera donné va servir à la collecte des déchets flottants. On n'a pas d'actionnaire à nourrir. On propose un mode d'action participatif qui crée du lien entre les administrés et les élus. Voilà, je pense qu'on a mis beaucoup d'ingrédients pour faire en sorte que l'initiative et le plan d'action avec Clean soit vertueux, le plus vertueux possible. Maintenant, j'imagine que voilà, pour diverses raisons, quand on est aussi partenaire financier de la ville de Biarritz, on a des accès plus faciles au marché public. C'est l'une des raisons pour lesquelles moi j'ai souvent dit qu'il faudrait que l'économie sociale et solidaire fasse partie des clauses, comme les clauses d'utilité sociale, soit une clause du marché public, ce qui permettrait effectivement d'avoir un point supplémentaire lorsque, je dis pas un poids, mais un point supplémentaire lorsque effectivement on est une entreprise locale et comme en plus de l'économie sociale et solidaire, donc effectivement les revenus sont réinjectés dans le projet et non pas uniquement vers des actionnaires, c'est la première des choses. Et c'est dommage parce qu'il y a pour ceux qui ont assisté à la conférence qui avait lieu en mars, l'un des élus, c'était un élu, hein, qui lui aussi était d'accord et disait que ça bloquait. Depuis, j'ai pu avoir une autre agglomération de l'Est de la France qui est précurseur en la matière et qui va mettre enfin le SS dans les marchés publics. Et le jour où ça sera un point supplémentaire, tu élimineras le côté entreprise très connue. On n'a pas les mêmes arguments. Il faut que nos arguments soient reconnus et pèsent plus lourd que les arguments de nos concurrents. C'est toujours la même chose. Par contre, j'ai très bon espoir. Enfin, j'ai bon espoir que on arrive enfin à travailler sur Biarritz. Chez qui moi j'ai commencé à travailler au départ. Hein. Faut savoir que j'étais déjà responsable de leur navire de dépollution pendant quelques années quand j'étais au sein du groupe Suez. Donc je connais parfaitement la prestation, ses points positifs et ses écueils. J'ai repris tous les positifs et j'ai éliminé tous les écueils pour proposer quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Et Ressa, vous en êtes où et qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Quel est vous êtes déjà installé et ça c'est plutôt une bonne chose d'avoir un local.
marche. Oui, oui. Alors nous, où est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, on a un atelier fonctionnel à Bassus-Sari. On est en plein développement, je dirais, donc tout va bien pour nous. Et ce qui nous manque là, c'est de s'équiper de machines un peu plus professionnelles, je dirais, parce qu'on a commencé avec des machines qu'on a fabriquées nous-mêmes. Et donc aujourd'hui, on en voit aussi les limites. Et si on a le souhait demain de recycler plus de déchets plastiques, il faut qu'on s'équipe un peu mieux. Donc voilà, aujourd'hui, on va faire l'acquisition prochainement d'un broyeur plus conséquent qui va nous permettre de broyer des déchets plus volumineux. Et le deuxième investissement qu'on aimerait bien réaliser, c'est l'achat d'une presse à plaques, qui est une machine un petit peu 2 en 1 qui nous permettrait de venir faire chauffer et de venir en pression aussi pour sortir une plaque de manière plus adéquate. Donc ça, on espère horizon fin 2022, début 2023, et quand on aura ça en place, on sera bien. Super. Et vous commercialisez les objets? Oui. Oui, sur le site internet. Sur le site, sur le site, oui, sur notre site, sur le site, ce qu'on a montré tout à l'heure. Alors, je ne peux pas le montrer pour l'instant. C'est joli. Merci. Et toi, Louise, de nouveaux projets sur l'Afrique ou sur... Nous, pour l'Afrique, on attend de savoir s'ils vont être subventionnés par l'Angleterre, justement, qui a lancé un appel à projet. Donc, ils sont en train d'y répondre et ils attendent de voir. Et après, nous, sur la région, c'est vrai que de s'engager sur l'humain, l'environnement, l'innovation, forcément, ça définit un secteur et forcément, il faut dire non à certaines entreprises où ça limite complètement nos clients, en fait. Donc, c'est quand même un engagement qui a un coût. Tout engagement a un coût, donc on a mis du temps à travailler ça, à vraiment se reconnaître dans ce milieu-là. Donc nous, on continue en espérant avoir de plus en plus de clients et voilà, des beaux projets. Ouais, le site est très très beau aussi. Alors, je le mets dans l'espace de discussion pour que vous puissiez récupérer toutes les infos. Alors, on a donc toi, c'est un Humber, UMBER. C'est quoi Humber? Humber Studio. C'est un nom. D'accord, ok. Alors, il n'y a pas de syndication. D'accord, il n'y a pas d'étoile, hein, forcément. Humber Studio, voilà. Et pour Ressac, que je vais montrer, c'est ressac.org. Hop, je partage un instant pour ceux qui n'avaient pas vu tout à l'heure. Voilà la boutique, hop, la boutique de Ressac, Sivana. Voilà, donc il y a des lampes, il y a des tables de base, des tabourets, des corps de savon. Voilà. Pour l'instant, voilà le projet qui est plutôt sympa. Ouais. Pour l'instant, on va se cantonner à ça, c'est déjà pas mal. Il y a une question. Il y a André qui... Ah, pardon, il y a une question. André. Non, c'est pas une question. Je suis obligée de m'en aller. Donc, je vous remercie pour ces exposés extrêmement intéressants. Et vraiment, moi, beaucoup de choses que j'ignorais. Quant à la mairie de Biarritz, vous devez quand même savoir qu'elle se préoccupe essentiellement de ses relations avec ses administrés. Si c'est par un bateau, vous avez toutes vos chances. Donc, bonsoir à tous. Merci André. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou en visio? Vous pouvez ouvrir vos micros, on est dans l'espace débat maintenant. Ils vous ont laissé sans voix, ça m'étonne. Oui, on est cloués là. Vous êtes cloués. Non, nous on est très contents de voir parce que tu parlais du bois et toi tu as des tabourets en bois. Il y a des tas d'initiatives dans le coin, que ce soit Happy Up par exemple, qui est également une structure de l'économie sociale et solidaire qui récupère le bois et qui en font des meubles design. Et c'est effarant de voir comment, en réfléchissant un peu, en réfléchissant beaucoup et en travaillant beaucoup, bien sûr, mais je veux dire, ce sont les gens, c'est bien la naissance de l'économie sociale et solidaire, ça vient de nous, ça vient pas du CAC 40. C'est vraiment... J'ai une petite question, oui.
Il y a beaucoup de créativité, mais on a tous de la créativité. Beaucoup de détermination. Et beaucoup de détermination, n'est-ce pas? Si vous avez pas d'autres questions. Oui. Ah, pardon. Il y a deux questions. Alors, une ensemble et ensuite. Allez-y. Ouais, ok. Après, je prendrai. Comment vous sélectionnez vos projets écologiques ou durables? Ouais, on a donc déjà on a cerné 3 domaines particuliers, donc l'humain, l'environnement et l'innovation. Et après, on va pas accepter des grands groupes déjà qui n'ont pas ces valeurs-là. Enfin, tout ça c'est déjà hors de circuit. Et après, c'est vraiment le sujet qu'on va mettre en visibilité dans la vidéo. Donc, par exemple, sur l'innovation, là, on est en train de faire quelque chose qui, a priori, paraît pas super utile. C'est une microturbine innovante pour les appareils respiratoires qui sont dans les hôpitaux. Voilà, pour nous, ça a de l'utilité. C'est une PME qui est super innovante. Donc, on la met en avant. Donc, voilà, on fait vraiment selon le sujet qu'on met en visibilité, en fait. Et la personne qui le porte. Vous creusez un peu sur l'historique, les antécédents ou des trucs comme ça sur les... Non, mais en général, comme c'est pas des gros groupes ou quoi, on a vite une vision d'ensemble sans faire une enquête. Mais... Alors, Fanny qui nous met beaucoup d'énergie parce qu'elle-même a mis en place un système de récupération par des bacs donc du compost urbain. Donc Avia est l'un des points d'entrée. Et effectivement, beaucoup d'énergie pour Fanny également. Et elle n'en manque pas. Et vous, donc, vous vouliez poser aussi une question, allez-y. Oui, je pense que ça se concerne surtout Émeric, c'est ça? Pour les bateaux? Émeric, hein, c'est bien ça. Vous disiez que quand vous ramassez les déchets flottants avec le bateau, en fait, vous récoltez aussi le bois? J'ai pas bien saisi, là. Ça dépend des marchés auxquels nous répondons. Alors, moi, ce que j'ai voulu faire en 2020 sur l'Adour, c'était arriver à un point de comparaison entre notre performance de collecte et celle des dispositifs déjà existants. Les dispositifs déjà existants jusqu'à présent, alors jusqu'à 2021, collectaient aussi tous les bois flottés. Ce qui est ce qui est pas forcément souhaitable d'un point de vue environnemental, je vous rejoins. Maintenant, on répond à la demande des clients, on fait partie c'est un marché. Depuis 2021, la ville de Biarritz, en l'occurrence, ne collecte que les bois à flotter qui peuvent représenter un danger pour les baigneurs ou les surfeurs. Donc déjà, ça permet aussi de faire de moins en collecter et puis de pas s'encombrer de tout ça. Après, en termes de valorisation, moi je verrais bien une belle lampe en bois flotté avec un logo I Clean My Sea incrusté dedans. J'aime beaucoup les créations de Ressac, mais la matière plastique doit être vraiment bien travaillée pour arriver à ce résultat-là. Je pense qu'avec la matière première que nous avons à proposer, on sera peut-être pas aussi visuel. Et donc, je pense que si le gros de la structure est un bois flotté, on arrivera plus facilement à faire quelque chose qui donne envie. Voilà. En fait, j'avais cette question parce que je sais pas si vous connaissez Philippe Garcia sur la côte. Alors je crois qu'il est en Gironde, je sais plus où exactement, qui est spécialiste des milieux marins. On a eu une discussion l'autre jour et il me rappelait que effectivement les bois flottés, tous les embâcles, en fait, ce qu'on appelle les embâcles qui se trouvent sur les rivières, notamment chez nous et puis ensuite qui arrivent chez vous, sont des lieux de ressources pour pour toute la faune, la flore, effectivement, et que le prélèvement systématique de ces bois-là, en fait, il soulevait le fait que, en fait, on est toujours en train de vouloir fabriquer des choses pour nous, mais qu'en fait, tout ça sert de nichoir de reposoir pour les animaux en mer, les oiseaux en mer, de tout un tas de biotopes qui s'installent sur ces bois flottés. Voilà, c'est juste pour savoir un peu à quel rythme ce bois-là est récupéré. C'est toujours pareil, souvent c'est l'intérêt de l'homme qui prime avant l'intérêt de notre environnement. Donc c'est trouver l'équilibre dans tout ça, c'est pas évident. Donc ça me pose des questions, moi, ces choses-là, un petit peu comme l'histoire de couper du plastique après l'avoir fait refondre. Enfin bon, tout est bon à prendre, mais tout est bon à réfléchir aussi, quoi. Il y a des petits points comme ça à soulever. Puis voilà, c'est juste pour savoir un peu où ça en est.
Mais c'est intéressant, très bien aussi, il n'y a rien de fermé dans ce que vous dites. Du coup, on va collecter certainement moins de bois flotté si on répond au marché de Biarritz. En 2020, nous avions collecté les bois flottés pour avoir un point de comparaison avec les prestations déjà réalisées. Maintenant, c'est vrai que même si on veut étendre, alors les bois que nous on va collecter, étant donné qu'on est très proche de la côte et qu'il y a l'effet des vagues qui a tendance à aller envoyer ces bois sur la plage, sachant qu'ils sont systématiquement collectés. Alors on peut le déplorer parce que ça crée un biotope effectivement sur la plage elle-même. Hein. La laisse de mer est un endroit où il y a plein de choses de la vie qui se créent. Maintenant, ceux que nous on va collecter, comme ils vont être systématiquement collectés lorsqu'ils seront en plage. Alors, quand nous on collecte que le bois. Quand il est en plage, on collecte du bois et du sable. Donc, finalement, c'est pas vertueux, mais c'est pas complètement déconnant non plus. Voilà. Oui, le tout, c'est de trouver un équilibre dans toute chose, quoi. Solution, il y a un équilibre à trouver. Tout à fait. Il est déjà presque 20h. Est-ce que des questions dans la salle? Eh ben, je crois qu'il nous reste à remercier Émeric encore beaucoup à vous tous d'avoir assisté à cette conférence. N'hésitez pas à la réécouter si vous n'avez pas bien entendu le début. Elle sera dans quelques jours sur notre plateforme YouTube. Et merci beaucoup. Merci encore. Merci. Merci à tous. Merci. Au revoir. Bonne continuation. Merci. Merci. Au revoir. À bientôt.